Bonjour tout le monde et bienvenue à Au choix du chef. Cette semaine, on est dans un endroit des plus prestigieux de la région, le Château Vaudreuil, et on va déguster l'excellente cuisine du chef Ernesto. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à Au choix du chef. Aujourd'hui, on est au restaurant Villa d'Este, au Château Vaudreuil, en compagnie du chef Ernesto. Bonjour. Ah, Ernesto. Ernesto, Ernesto, prononciation excellente. C'est beau. Alors, Ernesto, le chef du Château Vaudreuil, est originaire d'Italie, c'est certain. En banlieue de Rome, vous m'avez dit tout à l'heure, je crois. Oui, j'habite à une petite ville à 80 km de Rome. Okay. Je suis né là-bas et j'ai fait mon étude dans une école d'hôtellerie. OK. Il y a une école d'hôtellerie en Italie, j'imagine? Ben oui. Est-ce qu'elle a un nom particulier? Oui, cette école, c'était dans un pays qui s'appelle Fiuggi. L'école s'appelle Michelangelo Buonarroti. Okay. C'est une vieille école qui avant était un grand hôtel. Okay. Après ça, on a transformé pour devenir une école d'hôtellerie. C'est un bon village parce qu'il y a aussi des thermes de l'eau. C'est un village touristique. D'accord. Et niveau professionnel, vous avez commencé dans un restaurant là-bas? J'ai voyagé beaucoup dans l'Italie, soit dans le nord, soit dans le sud de l'Italie. Les cuisines sont différentes, je crois, au niveau du sud. Ça change beaucoup. Au sud, c'est plutôt poisson? Oui, c'est plutôt poisson. C'est plus une cuisine légère avec... on valorise les produits frais, les poissons, l'huile d'olive, des choses comme ça. Pendant qu'on approche pour le nord de l'Italie, ça vient comme un pays froid, avec une cuisine un peu plus de substance. Un peu plus de viande, un peu plus de gras, mijoté, des choses comme ça. Viande sauvage. OK. Ah oui, beaucoup de viande sauvage. Oui. Ah. C'est un peu comme ici. C'est quelque chose qu'on n'est pas au courant. On n'entend plus parler des tomates, l'huile d'olive, les poissons, beaucoup de poissons. Oui. J'ai travaillé dans un restaurant aussi hôtel. J'ai eu la chance de travailler avec un chef avec 2 étoiles Michelin de l'Italie, un chef allemand. J'ai fait aussi des parcours pour la formation après l'école professionnelle. Donc c'est vraiment une passion chez vous, la cuisine? Oui, je l'aime. On aime ça. Depuis longtemps. Puis qu'est-ce qui vous a amené au Québec? Moi, ça fait longtemps que je voulais voyager à l'étranger. Je voulais sortir de l'Italie. À cause de quelques problèmes familiales, je suis resté en Italie. Tout à fait. 3 années passées, on a décidé de faire un voyage, moi avec ma femme, pour voir le Canada pour la première fois. Okay. On fait un voyage de 2 semaines, on a vu cet endroit, on aimait beaucoup. Et on a décidé de venir travailler ici. Faire mon expérience. Là, vous n'aviez aucune connaissance, aucune familiale? Aucune connaissance. C'était la première fois que j'arrivais ici. Bang, on met les choses. Langue français, 0. Anglais, 0. Ben, votre français est très bon, franchement. Bravo. Mais encore, il y a des travail à faire. Ben là, écoutez, mon italien aussi pourrait être à travailler si vous voulez qu'on en parle vraiment. Côté cuisine, vous avez apporté avec vous, j'imagine, des influences d'Italie pour votre cuisine ici à l'hôtel? Oui, c'est sûr. J'ai apporté des influences de l'Italie, de mon expérience que j'ai eue là-bas. Et je cherche aussi d'apprendre le plus possible la cuisine ici, les produits de terroir. Le sirop d'érable. C'est ça, le sirop d'érable, toutes les choses qu'on a ici, des bons produits. Oui, OK. Puis, on regarde la cuisine ici au Château Vaudreuil. On situe ça à quel niveau, en fait? C'est la fine gastronomie. Oui. On regarde... Ici, on fait une cuisine bon niveau, on fait une gastronomie italienne et aussi française. Okay. Moi, j'aime beaucoup aussi la cuisine française. J'ai eu la chance aussi de travailler avec des chefs français. On fait, on dirait, 60 cuisine italienne et 40% cuisine française. OK. Puis, je voulais vous demander aussi... Mais j'aime beaucoup aussi mélanger, faire un peu de cuisine fusion. La fusion, oui. C'est ça. C'est une belle mode, ça, la cuisine fusion. En fait, on débarque un peu des rails. Regardez la cuisine traditionnelle des pays, mais présenter un peu un clé moderne, un peu différent. OK. Puis, en mettant quelque chose de nous autres. Oui, exactement. Il faut mettre notre petit. C'est ça, la cuisine traditionnelle, la cuisine innovative qu'on fait aujourd'hui sera la cuisine traditionnelle de demain. Vous avez 32 ans? Oui.
32 ans, donc vous avez au moins un bagage, vous avez une vingtaine d'années en cuisine. Oui, oui. Disons, au début, on commence à laver de la vaisselle. Quand on est vraiment passionné, on commence à la vaisselle, j'imagine. On commence tranquillement, oui. Oui, pas vite. Là, vous avez apporté ici la cuisine, vous avez un peu d'influence, comme vous dites, française, italienne. Oui. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a préparé pour nous, mettons, là? Vous avez... Aujourd'hui, j'ai préparé un filet d'agneau avec des dattes de la pancetta, servi sur un lit de coulis de betterave aux truffes noires, qui rapporte un peu style d'agneau ici, qu'ici l'agneau c'est vraiment... Il est très bon, hein? Dans le Charleroi, surtout, c'est fantastique. Et comme main course, cette principale, j'ai fait des paccheris, c'est en pâte italienne, en pâte gros, des bladeux. Je l'ai fait farci avec un ragoût de canard, servi sur un lit de crème de ricotta avec des canards fumés et des échalotes croustillantes. Bon, alors, la torture a assez duré. On va passer à la cuisine, puis on va aller présenter et travailler ça. On va le cuisiner un petit peu ensemble. Oui, oui, Vous allez nous démontrer comme il faut. Donc, on va voir les différentes étapes, puis on va déguster la cuisine de Château Vaudreuil et de notre chef, Ernesto. Merci. Aujourd'hui, je suis au vignoble Le Marathonnier à Havelock. Je suis en compagnie de M. Jean Joly et copropriétaire avec Mme Lynne Joly de ce vignoble. Donc, bonjour M. Joly. Oui, bienvenue chez nous. Bien, ça me fait plaisir. Et j'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu de l'historique de votre vignoble. Donc, depuis quand ce vignoble-ci est créé? En fait, on cherchait une ferme, un genre de petite fermette pour essayer de, je dirais, essayer de planter de la vigne sans trop savoir dans quoi on s'embarquait. Okay. On a trouvé le terrain ici en 1989. Il y avait à peu près un pied de neige. On n'avait pas vu qu'il y avait autant de cailloux que ça. Vous allez voir tantôt. Et puis, on a vraiment fait des expériences là, année après année de façon raisonnable. On a commencé par 400 pieds de vigne, après ça, on a monté à 2000, 3000 et tout ça, jusqu'à ce qu'on se rende compte que le terroir était bon, était propice. Puis là, on est rendu à peu près à 7000 plants de vigne. On fait toujours ça par passion, par amour, pour s'amuser, mais c'est devenu quasiment un job à temps plein parce que maintenant, je suis à ma retraite. Et puis, ça va très, très bien. Et ce 7000 pieds de vigne-là vous donne combien de bouteilles? En moyenne, là, ils sont en production. On produit aux alentours, en fonction de la demande, aux alentours de 12 000 bouteilles par année. On achète un peu de notre production. Nos vins sont tous certifiés, on en parle tantôt, de raisins de l'extérieur, mais au Québec, évidemment, du raisin certifié de Saint-Rémy. Et puis, pour compléter la demande au niveau du rosé et du rouge. Ah, OK, seulement. Donc, vos blancs, c'est tous des raisins de votre Tous les blancs, vendange Chardier, vin Nicoreux, vendange Chardier, vin de glace, c'est uniquement du vignoble. Parfait. Et puis, d'où vient le nom, le marathonnier? Vous n'êtes pas le premier à me demander cette question-là. On l'a dit à tous les clients qui font le tour, parce qu'on a des petits panonceaux explicatifs. En fait, planter la vigne au Québec, c'est pas évident. Ça demande autant d'endurance, de persévérance, de volonté. Et la plus grande qualité, c'est le brin de folie. Ah, OK. En fait, on a tous couru des marathons dans ceux qui ont participé à la construction du vignoble, moi-même. Mais je ne suis pas assez prétentieux à appeler ça le vignoble du marathonnier pour moi. C'est surtout pour l'ensemble des marathoniers. Mais je vous dis que ça demande les mêmes qualités que planter la vigne au Québec et de s'entraîner pour un marathon. Ah, et j'en sais quelque chose. C'est de longue haleine. Tout à fait. Parce que 42 km, effectivement, c'est long. Surtout les 2-3 derniers. Surtout à Boston aussi. Ah oui, vous avez couru là? Oui. D'accord. Et puis, vous produisez combien de vins ici différents maintenant? On produit 3 types de blancs. En fonction de la demande, vous savez, là, ça varie. On a un rosé depuis 4 ans parce que la demande il y a une très forte croissance. Vous savez que la SEQ vend 4 fois plus de rosé depuis les 4 dernières années. Dans les rouges, une très forte demande aussi, mais on est quand même limité. Nous, on a un terroir, je dirais, notre terroir est un terroir à blanc. Oui, on fait du rouge pour répondre à la demande, mais je vous dirais qu'avec les beaux étés qu'on a depuis les dernières années, je pense que le potentiel, il est là. Et évidemment, les vins Nicoreux qui a fait la marque de commerce de votre vignoble. Ça, on va avoir l'opportunité d'en parler un petit peu plus tard. Donc, merci M. Joly de cette présentation de l'historique de votre vignoble et on se revoit à la dégustation. Parfait. Voici, M. Joly, à la portion agréable de ces capsules, soit la dégustation.
Donc, on va débuter avec votre rosé qui s'appelle Rosé Marilyn, c'est bien ça? Rosé Marilyn, qui est le nom de notre fille, OK. qui s'est bien impliquée dans le vignoble, qui travaille ici tous les étés, fait qu'elle était bien contente d'avoir un vin à son nom. À son nom, bien, c'est sûr que c'est toujours agréable. Et les cépages qui servent à l'élaboration? En majorité, c'est composé de céval noir. Céval noir. Donc, c'est un vin qui est vraiment bien, un cépage qui est vraiment odorant pour faire des beaux rosés. Moins pour les rouges, mais pour le rosé, c'est parfait. Ça donne un nez un peu bonbon, un nez fraise. J'ai ajouté aussi un peu de Chaunac. Parce que ça nous permet d'équilibrer la couleur entre un rosé saumon et puis le rosé là, moyen. Et puis, j'y ajoute aussi une autre touche de Cayuga qui va aller chercher un petit parfum secondaire. Fait que l'ensemble de tout ça, ça donne un vin quand même qui est un rosé sec. Oui, d'accord. Pas trop complexe, léger, parfait pour la balançoire l'été. La balançoire, donc plus un vin d'apéro. Oui. Effectivement, on sent la fraise est très présente ici. Une petite pointe de floral aussi, c'est très agréable. Il vieillit bien. Ça a été embouteillé en mai, puis je trouve qu'il évolue très bien en bouteille. Donc, il devrait se conserver. 2012. 2012, donc c'est les raisins de l'année dernière. Exact. OK. Vraiment très agréable. Puis effectivement, sur le bord de la piscine. Oui. Quand on a de la visite, on sort un rosé avec les verres. Parfait. Et puis peut-être aussi avec des mets asiatiques, ça pourrait vous... À mon sens, je veux dire, en mangeant, vous savez que nous, on ne cherche pas le vin quand on prend nos repas le soir. Fait qu'on marie très bien nos vins avec tout ce qu'on mange. D'accord. Puis, on fait toujours les tests, mais on essaye soit un vin, un deuxième vin, puis on essaye de ce qui nous plaît le plus. D'accord. Fait que c'est plus facile de recommander aux clients après. On va dire, essayez ça avec ça, j'ai essayé justement, j'ai essayé le saumon, sauce citron, et puis... Excellent. On va y aller maintenant avec le blanc. Oui. Ici, on a le vin qui s'appelle Cuvée spéciale. Et pourquoi ce nom? Bien, c'est un nom que j'ai pris au début, puis c'est un autre vigneron qui m'a montré, un défunt vigneron, Victor Détré, je m'a montré à faire un petit peu ce genre de vin-là, un peu style alsacien. J'ai du Cayuga White. J'ai du Geisenheim qui est 318, c'est un numéro, mais de toute façon, ça vient directement du Riesling. J'ai un peu de Vidal, puis du Céval. OK, donc vraiment un assemblage. C'est ça. Sucre résiduel un peu plus élevé qui se prend comme vin d'apéro, mais très bien mangeant. Mais c'est un demi-sec, hein? C'est pas un vin trop sucré, donc avec les viandes blanches, fruits de mer, avec des choses un peu plus sucrées. Nez floral, agrumes. Effectivement, peut-être un petit peu de litchi aussi. Mais le sucre, effectivement, n'est pas très présent. Non, parce que on reconnaît que ce n'est pas un vin sec. Exactement. Mais une petite pointe de sucre qui pourrait effectivement quand même bien aller encore là avec les mets asiatiques qui ont des fois des petites sauces sucrées. Ça pourrait, à mon sens, huîtres. Effectivement. Et puis un petit poisson blanc avec une petite sauce là, un petit peu crémeuse, à mon sens, pourrait être quelque chose de très intéressant. Et aussi en apéro, c'est à mon sens quelque chose d'agréable parce que compte tenu du fait qu'il n'y a pas un grand sucre résiduel, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. C'est un vin qui est bien prisé au niveau de la restauration aussi. Ah oui? Oui. D'accord. Merci beaucoup, M. Joly, pour cette belle dégustation. Alors, on est en cuisine avec notre chef Ernesto. Ernesto, on commence par quel plat? On va commencer avec l'entrée, avec les filets d'agneau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lever un morceau d'agneau pour enlever notre filet. D'accord. Finalement, c'est le carré d'agneau dans lequel on enlève la partie de la longe. C'est ça. Je vais nettoyer les os. Ça j'ai besoin après pour la décoration de l'assiette. Ah, OK. J'ai préparé à l'avant la crème de betterave
aux truffes noires. On a quoi dans ça? On a de la... Ça, c'est j'ai bouilli la betterave dans l'eau avec l'anis étoile. L'anis un peu de étoilé. sel. Et quand elle était prête, je l'ai passée au robot avec les oignons et l'huile de truffe noire. Celui-là. L'huile de truffe noire. Je l'ai emulsionné avec l'huile. Astuce culinaire numéro 1 du jour. Un sac à sous vide taillé. Oh, c'est une poche à pâtisserie jetable. Oui. Pour le coup de cœur de Serge, j'ai hésité longtemps entre les vendanges tardives et le vin de glace du vignoble ici, le Marathonnier, puisque les deux produits sont d'abord très médaillés à travers pas seulement des concours québécois, mais aussi à travers le monde. Et finalement, mon choix s'est porté sur votre vendange tardive. Donc, on peut percevoir au nez de beaux fruits, mais aussi un peu de miel côté. Ce qui est caractéristique, c'est effectivement pêche, abricot, kiwi, fruits de la passion et j'en passe. Le fait que les raisins soient vraiment bruns, là, complètement oxydés, c'est ce qui fait le caractère d'une bonne vendange tardive. Il faut attendre. On attend vers le 10-15 décembre, en même temps qu'on fait des vins de glace et vendanges tardives. La différence entre les deux, c'est une question de température de pressurage. Mais c'est vraiment très tard pour une vendange tardive, oui. Là, le 10 juin. Et c'est mon choix. C'est mon choix parce que je sais que je vais aller chercher ce produit-là. Si je le faisais en novembre, j'aurais peut-être probablement pas ces caractéristiques. Une moins grande concentration, tant au nez de nez et aussi en bouche en termes de sucre. Tout à fait. D'ailleurs, on va y goûter. Vraiment très bien. On a un sucre présent, bien entendu, mais pas, bien entendu, autant que le vin de glace. Mais ce qui permet, à mon sens, d'être un peu plus passe-partout au niveau des accords mésévins. Et en plus, le taux d'alcool est beaucoup plus élevé. Il est à 13,9, presque 14, avec 125 grammes de sucre résiduel, comparativement au vin de glace, qui est à aux alentours de 10 à 300 grammes de sucre résiduel. D'accord. Ce qui fait que les gens apprécient mieux un vin. S'ils veulent en prendre un ou deux ou trois verres, ils vont aller vers une vendange tardive. Le fait que ça soit trop sucré. Ça se marie aussi bien avec le foie gras et en vin de dessert. Exactement. Ou des fromages aussi assez corsés, comme des bleus. Un bleu, oui. Des chocolat brun, dépendant des goûts. Oui, exact. Ça dépend des goûts. Et puis, au niveau de vos deux produits, vin de glace et vendange tardive, est-ce qu'ils sont disponibles à la SAQ? Oui, le vin de glace est disponible à la SAQ, je dirais, dans une quantité limitée succursale, surtout les sélections aux alentours de 30 et 40. Succursale, sous le format 375 ml et 200 ml. Et la vendange tardive va l'être dans une trentaine de succursales aux fêtes seulement. Ah, aux fêtes seulement. Aux fêtes, donc, c'est vraiment un produit spécialité, approvisionnement par lui. Et puis, donc, une trentaine de succursales, est-ce qu'il y en a dans la région de la Montérégie? Je crois que oui. Il s'agit juste de taper le mot marathonnier sur le site de SAQ. Vous allez voir les produits puis les succursales qui sont disponibles dans votre région. Parfait. Je vous remercie infiniment, M. Joly, pour cette belle dégustation. On sort de la cuisine avec le chef Ernesto et on va passer au moment crucial de l'émission et le moment le plus difficile pour moi, qui est la dégustation. Alors,
On fait une petite récapitulation. On a ici, on a le filet d'agneau. Ça, c'est le filet d'agneau avec les dattes et la pancetta, sur lit d'épinards, crème de betterave, au tofu noir. Et le petit... Et ça, c'est un peu de pesto de basilic. Alors, je vais essayer de... C'est sûr que malheureusement, les os sont décoratifs. Je vais juste les... tasser ça. Mais je vais essayer d'avoir une bouchée avec tout après. Bonne chance. Ah, tu vas voir, je travaille très fort pour avoir l'intégrale de la recette. Sur la vie. Une belle viande rosée. Je vais essayer de mettre un petit peu d'épinards. Là, j'ai l'air encore du goinfre qui se rentre un très grand bateau en bouche. C'est gros, hein? Je vais avoir le... Mais je pense que vous êtes capable. Merci. Tu es en train de nous dire j'ai une grande bouche. Ça prend du temps. Non, il faut savourer. C'est délicieux. Ta petite date apporte une petite note sucrée, là. Oui. C'est super agréable. Les épinards, c'est un petit peu plus... pas terreux, mais... Oui. Je trouve que ça en anglais, on dit earthy, mais je sais pas... Puis la betterave, même chose. Puis ton petit goût d'anis, on le détecte. Il vient juste donner un petit bec, là, tu sais, comme... Mais il est vraiment là, oui, c'est vraiment bon. Et je vais essayer d'être fin, je vais en laisser une bouchée à Alex tantôt. Je vais en laisser juste une parce que l'autre, je vais la manger. Je t'aime bien, mais il y a des sacrifices dans la vie qu'on ne peut pas faire. Ou qu'on ne veut pas faire. Tout dépendant. Écoute, c'est un plaisir pour la bouche. Alors, santé, mesdames et messieurs. Ça peut y aller. Crois-moi, si tu aurais été célibataire en arrivant au Québec, quelqu'un qui vient manger à ta table n'aurait pas été célibataire très longtemps, cet homme-là, je vous garantis. C'est délicieux, c'est vraiment bon. L'assaisonnement est bon. J'aime ça quand on goûte le cèpe, un rehausseur de saveur. On est capable de sentir tout le goût de l'assiette. Oui, exactement. Toutes les saveurs sont là, tout est présent. C'est vraiment bon. C'est une excellente assiette. Je n'hésiterai pas à recommander ça n'importe quand. Et là, je vais faire le deuxième sacrifice. Ça, c'est une assiette un peu plus italien. Je vais t'avouer que ça là, je me fais plaisir parce que je dois avoir ça dans le sang, mais les pâtes, j'adore les pâtes farcies en plus. Là, ton petit ragoût de canard, là. Je m'attendais à quelque chose avec des morceaux, mais le fait que ce soit comme effiloché pour farcir, là, c'est superbe. Puis les petites échalotes à la surface, là, qui frites. J'aime assez ça. Puis la petite sauce panna cotta au fond. Pas panna cotta, mais ricotta. Là, j'ose même pas couper parce que on n'a pas de choix. C'est trop beau, il faut sacrifier. Je vais enlever la branche de thym pour le principe. OK, là, je vais essayer d'en garder une petite échalote frite pour chaque bouchée, ça va être dur. OK, on envoie ça un peu partout. Et je coupe la corne. Et là, je vais essayer de prendre l'échalote, un peu de ricotta avec la farce. C'est bon, la ricotta avec la canard fumée, c'est un bon mariage. Écoute, sans blague, là, je pense que c'est les meilleures pâtes que j'ai mangées dans ma vie. Merci. J'ai les larmes aux yeux, je suis ému. Écoute, c'est vraiment bon. J'aime beaucoup les ragoûts de canard, les bons canards. Écoute, c'est... Avec la pasta, c'est effrayant la saveur qu'il y a là-dedans, puis tu as un petit ricotta au fond. Oui. Là. C'est vraiment ça donne un petit peu de crémosité dans l'assiette. On est habitué, nous, au Québec, on prend du bacon pour tout, pour avoir une saveur de fumée, mais là, du canard fumé. Là. Oui. La ricotta, il va donner... Oui, puis c'est léger quand même. Les gammes avec la... Non, il n'y a pas non plus une grosse quantité de canard dedans. Là. C'est pas... Ça vient vraiment juste là, complimenter. Là. Les textures sont bonnes, les pâtes sont cuites, mais elles ne sont pas trop cuites, c'est pas pâteux. Ça, je m'excuse, mais il en restera pas, mais que je parle d'ici, je vous le garantis. Écoute, c'est un péché. Monsieur Joly,
Comme dernier sujet, j'aimerais ça qu'on puisse parler de la divergence qu'il y a actuellement entre les vignerons du Québec et ceux de l'Ontario concernant le vin de glace. Pouvez-vous nous expliquer ça un peu brièvement? Oui, c'est une longue historique, ça part du VQA des années 87-88. Ça a toujours été en discussion, mais on n'a jamais eu le moyen de trouver un consensus jusqu'à maintenant, malgré la conférence téléphonique d'hier. Puis je vous explique. C'est qu'au Québec, avec le climat froid qu'on a, aux alentours de moins 25,30 dans certaines régions, surtout au niveau de la ville de Québec, il faut protéger les blancs de vigne. Donc, on le fait à partir de Vidal. Les raisins, ils poussent dans le bas de la vigne avec la taille, le type de taille qu'on appelle la taille gobelet. Et rendu à la fin octobre, début novembre, il faut les enterrer nos pieds de vigne. Donc, il faut mettre 30 à 40 cm de terre. Mais on ne peut pas enterrer, oui, à peu près. Sinon, on perd le plant de vigne. Okay. Ce qu'on fait, c'est qu'on attend la chute des feuilles, les premiers gels. Donc, après le gel, il n'y a plus de photosynthèse, la grappe n'est plus nourrie. On prétaille la vigne, on met un filet au-dessus et on détache les raisins, on les met dans les filets. D'accord. Et puis après ça, on enterre la vigne, elle est bien protégée, puis on attend la température là, de moins 8 à moins 12 pour faire la vendange des raisins là, en décembre. Cette température-là, moins 8 à moins 12, c'est pendant combien de temps que le raisin doit le subir? Il n'y a aucun problème. Je veux dire, l'important, c'est qu'il l'ait subi plusieurs fois, pas nécessairement jusqu'à moins 8, mais de façon à ce que le raisin soit complètement brun. Ce qu'on appelle une oxydation du raisin, c'est un peu comme une prune qui devient pruneau. Et ce stade-là arrive entre le 10 et le 15 décembre pour le début des vendanges. Donc, pour le principe du gel-dégel qui va faire en sorte que le raisin va, tout à fait. On pourrait dire, se ratatiner un peu. Exactement, exactement. Et l'autre côté de la médaille, c'est qu'en Ontario, eux, n'ont pas le problème de gel de moins 25,30, mais ils ont des problèmes de gel, tout simplement, ce qui fait qu'ils vont protéger le raisin en mettant des filets partout. Et lorsque vient le temps de vendanger, eux, leur période de gel arrive surtout en janvier. Il y a la moitié puis le 3/4 des raisins qui sont déjà tombés dans le fond du filet. Okay, parce que la grosse différence, eux laissent la grappe entière sur le pied de vigne. Oui, mais à tombe. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça. Fait que moi, la question que je posais aux Ontariens puis le restant du Canada, je disais, c'est quoi la différence entre le raisin que j'ai coupé pour le surélever dans la grappe et il restait à pied de vigne par rapport au raisin qui est tombé? À mon avis, il n'y en a pas de différence. Ça semble pas mal similaire. C'est tout à fait similaire, mais apparemment que là, l'Ontario et l'Agence canadienne d'inspection des aliments s'en est mêlé. On a eu un avis favorable de la part des ministres de l'Agriculture du Canada tout récemment, mais un avis défavorable de l'Agence. Et quelle est la position des autres pays dans le monde? Parce qu'en France, on en fait du vin de glace. C'est une bonne question. L'inventeur du vin de glace, c'est l'Allemagne en 1794 et les Autrichiens. Le Eiswein. En Allemagne, ils ne font du vin de glace présentement qu'une fois sur 3, une fois sur 4 ans, parce qu'ils n'ont pas un climat en bas de moins 8 aussi fréquent. En France, ils en ont déjà fait jadis en Alsace, ils en font très, très peu, mais ils font surtout des vendanges tardives. Ce qui fait que le Canada, c'est le plus gros producteur de vin de glace au monde. Puis pour vous donner une idée, l'Ontario va produire 50 fois la quantité de vin de glace que le Québec produit. Sauf que ce qui fâche un peu les Ontariens, puis j'ai pas peur de le dire, c'est qu'au niveau des médailles internationales, on gagne autant de médailles qu'eux. OK, même si la production est nettement. Exactement. D'accord. On a vraiment un climat idéal pour faire des vins de glace ici au Québec. Est-ce à dire que ce conflit-là est relativement récent? Il date d'environ 3 ans. On a commencé avec des discussions bien franches. C'est pour être membre de ce qu'on appelle du WWTG, World Wide Trade Group, pour avoir le droit d'exporter. Par contre, nous, au Québec, on veut vraiment avoir le droit d'exporter à cause de la qualité qu'on fait, puis on espère en livrer une entente d'ici 1 an maximum. Parfait. Je vous remercie infiniment, M. Ça me fait un grand plaisir. Alors, c'était notre visite au Château Vaudreuil. On vous invite tout le monde à venir déguster l'excellente cuisine du chef Ernesto, qui m'a préparé vraiment des pâtes et un agneau divin. Alors, n'hésitez pas. Le restaurant Villa d'Este est ouvert au public. Et si jamais vous avez d'autres événements majeurs tels que des mariages ou des conférences, sachez que le Château Vaudreuil est l'endroit pour ça. Et nous, bien, on se revoit la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous. À la prochaine!